Bonjour, cette vidéo présente ce que l'on va appeler les entrées usuelles utilisées en asservissement, c'est-à-dire les lois de commande classiques, permettant donc de commander des systèmes asservis, ou encore des entrées permettant donc de caractériser ces systèmes asservis si l'on est dans une phase d'analyse. La première entrée que l'on va voir est donc ce que l'on appelle la fonction Dirac, du nom du mathématicien qui l'a définie. On pourrait la définir comme une impulsion d'amplitude infinie sur un temps nul. Ce qui est physiquement donc impossible, mais mathématiquement on va voir comment on peut la définir. En fait, on définit une fonction qui est d'amplitude 1 sur t, ou 1 sur t0, pendant un temps t0, en faisant tendre ce t0 vers 0, et donc ça nous permet donc de définir une fonction que l'on appelle en mathématiques une distribution, qui nous permettra donc de caractériser le comportement d'un système lorsqu'il va être sollicité à une perturbation donc brutale et très courte. On appelle donc réponse à l'impulsion unité le signal de sortie lorsque l'on met en entrée un Dirac. Donc on peut voir ici un exemple réalisé en simulation, donc, où l'on utilise un modèle de la suspension que l'on appelle Paralever de chez BMW pour les motos. On va solliciter le système en imposant un Dirac sur le déplacement de la roue pour regarder comment va se comporter la suspension donc BMW et donc le déplacement en sortie du cadre de la moto lorsque par exemple on passe sur une bosse alors qu'on était sur une route bien plate. Donc on peut voir ici la sollicitation ici avec donc l'amplitude infinie n'est pas réalisable mathématiquement en simulation. Donc ici on a mis une amplitude très importante sur un temps très court au début de la simulation et on voit donc ici la position du cadre qui oscille jusqu'à tendre, retourner vers sa position d'équilibre. Donc si on regarde en termes de performance, on pourrait éventuellement être satisfait de ce comportement de la suspension et l'objectif pourrait être donc de chercher à limiter toutes ces oscillations donc en cherchant à tendre plus rapidement vers la position d'équilibre. La seconde entrée très classique, donc que l'on utilisera nous lors de nos études de manière très fréquente, c'est ce qu'on appelle la fonction échelon, unitaire ou non. Donc unitaire, ça sera donc d'amplitude 1, et un échelon non unitaire aura donc une amplitude différente. Donc ça va nous permettre de caractériser le comportement d'un système lorsque l'entrée est une constante. Donc sur les temps nuls, la consigne est nulle, et sur les temps positifs, la consigne est égale à 1. On appelle réponse indicielle le signal de sortie lorsque le système est sollicité par une entrée en échelon unitaire. Pour illustrer cette consigne en échelon, j'ai choisi donc un système qui est ici un robot 6 axes avec 6 axes de rotation. Donc un axe de rotation sur l'axe vertical, ici un axe de rotation qu'on va appeler l'épaule, ici un axe de rotation qu'on va appeler le coude, ici un axe de rotation que j'ai appelé le bras, un axe de rotation sur le poignet, puis on a un dernier axe au niveau de l'outil. Donc généralement on monte sur ces robots différents outils, comme par exemple des outils de peinture, des outils de soudage ou alors des outils de manutention pour déplacer des pièces. On peut imaginer donc avoir une consigne en échelon pour partir d'une position donc, qui est la position donnée ici, donc avec notre outil dans cette position-là, et vouloir se déplacer jusqu'à un point, par exemple pour poser une pièce. Et donc ici, j'ai demandé une position qui va se retrouver par ici sur cette vue-là. On va voir sur les graphes donc en rouge les angles de consigne, puisqu'on commande chacun des moteurs séparément. Et j'ai donc mis une entrée en échelon pour chacun des moteurs en rouge, et on verra en bleu la position de chacun des axes au cours du temps.
Donc on peut voir que chacun des axes va tendre vers la consigne donc constante, mais en ayant différents déplacements ou oscillations et des déplacements plus ou moins vite. Donc on peut voir ici la position finale donc, que l'on a obtenue. Et si l'on regarde à nouveau juste cette vue ici, on peut voir la position de l'outil qui n'est pas forcément maîtrisée entre guillemets, et on aurait pu imaginer voir cet outil se déplacer en ligne droite entre les deux positions puisqu'elles sont à la même altitude et dans le même plan, ce qui n'est pas du tout le cas, contrairement à ce qu'on verra par la suite pour par exemple une consigne en rampe. Donc voici donc la fonction rampe. Donc la fonction rampe est une fonction qui va nous permettre de caractériser le comportement du système lorsque l'on va donner en consigne une entrée variable. Et donc ici donc une fonction qui a donc des valeurs nulles sur les temps négatifs. C'est pour cela que ici on utilise la fonction de UVSide ici, qui a donc des valeurs nulles sur les temps négatifs, ce qui nous permet donc d'annuler les valeurs pour t inférieur à 0, et une valeur égale à 1 sur les temps positifs pour nous permettre de retrouver notre fonction rampe ici, donc une fonction linéaire. Donc si on reprend notre modèle de notre robot 6 axes, là j'ai voulu obtenir donc les mêmes positions de départ et d'arrivée que pour l'échelon, mais en maîtrisant mon déplacement et donc en ayant ici le déplacement de mon outil qui soit en ligne droite, ici horizontale, et donc en cherchant à rester bien dans ce plan-ci. Ça peut être typiquement pour des opérations de peinture où on va vouloir rester à la bonne distance de l'objet à peindre, ou alors pour des opérations de soudage, pour réaliser un cordon de soudage de bonne qualité. Et donc on va vouloir ici non pas commander la position d'arrivée, donc la position finale de notre outil, mais bien toutes les positions intermédiaires entre la position initiale et la position finale. Donc on voit ici la consigne en rampe, qui a un déplacement donc ici sur un axe qui s'appelle ici Y sur ma simulation, et on voit bien que l'outil est resté dans un plan maîtrisé et que sa trajectoire a bien été ici une ligne droite. On va donc retrouver la même chose ici sur une fonction rampe avec un déplacement ici vertical. Donc on va chercher à bien rester encore une fois dans ce plan-ci et voir que l'outil va bien rester donc face à nous dans ce plan-là et avoir un déplacement ici vertical. Donc encore une fois pour une opération de soudage ou de peinture, par exemple. La dernière entrée usuelle que l'on pourra rencontrer est la fonction sinus, qui nous permet donc de caractériser le comportement fréquentiel du système à notre niveau, mais on pourrait voir qu'il y a d'autres utilisations pour cette fonction-là. Donc on met en entrée une fonction a sinus oméga t multipliée par la fonction d'Heaviside, encore une fois ici, ce qui nous permet d'annuler les valeurs pour les temps négatifs, et donc d'avoir la fonction uniquement sur les temps positifs. Donc ici, pour illustrer cela, j'ai utilisé ici ce qu'on appelle une plateforme 6 axes, qui va nous permettre en fait d'avoir les 6 degrés de liberté dans l'espace. Cette plateforme est actionnée ici par 6v1, c'est typiquement des architectures que l'on va retrouver sur les simulateurs de vol, sur les salles de cinéma dynamique que vous pourrez retrouver dans les parcs de loisirs comme Disneyland ou le Futuroscope. Et on pourrait utiliser une plateforme comme celle-ci pour par exemple mettre une structure sur le dessus de la plateforme et pour faire des simulations de comportement sismique, donc en simulant un tremblement de terre sur une structure pour regarder le comportement de la structure. Et donc ici j'ai imposé une consigne sinusoïdale de position en gardant donc la plateforme horizontale
typiquement ce qu'on pourrait faire pour donc simuler le comportement sismique d'une structure qu'on mettrait sur cette plateforme. Un autre exemple, si on reprend le modèle de la suspension BMW, et donc typiquement le comportement d'une suspension donc moto sur ce qu'on peut appeler de la tôle ondulée. Donc quand sur la route ou sur la piste on a des bosses régulières, regardez le comportement du cadre. Donc une première simulation ici, où on voit donc en rouge la consigne de déplacement, c'est-à-dire donc ce qu'on pourrait avoir ici, donc le profil de la route, puisque la consigne de déplacement de la roue, et le comportement du cadre ici qui oscille grandement. Donc dans ce cas-là, on aurait un comportement qui serait pas très confortable pour le pilote. Et sur cette seconde simulation, j'ai changé les paramètres d'entrée avec une route encore plus ondulée, et on se rend compte que la position du cadre oscille très faiblement, et donc là on aurait le rôle de la suspension moto, donc jouerait bien son rôle donc, et amortirait grandement donc les sollicitations de la route. Voilà pour la définition de ces 4 entrées usuelles, avec différents exemples permettant donc d'illustrer l'utilisation de ces entrées pour caractériser donc le comportement de systèmes que l'on rencontrera classiquement dans nos disciplines.